Bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue au cinéma, bienvenue au Club 35. On est ravis de vous voir ce soir pour vous présenter un nouveau film en 35 mm. Donc le principe du Club 35, c'est vous montrer des films le plus souvent possible dans leur forme originale. Ce soir, Judge Dredd, on fête les 30 ans du film, puisque c'est un film de 1995, réalisé par Danny Cannon. Et pour nous en parler, nous avons la joie, l'honneur, le privilège d'avoir nos amis Fabrice Duels, réalisateur, scénariste et grand cinéphile, et Jean-Pierre Bosker, historien de technique du cinéma, qui vont nous éclairer sur le film. Bonsoir, merci d'être là pour ce titre improbable. Bonsoir, et tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Alors, Judge Dredd, beaucoup l'ont vu ou pas? Ouais. Donc il y a quelques courageux qui sont venus revoir le film. Alors, inutile de vous mentir, c'est pas un chef-d'œuvre. On le sait tous, c'est un film malade, mais c'est un film passionnant. C'est un film passionnant à bien des égards. D'ailleurs, je vais juste recontextualiser un petit peu le film. Le film date de 95, mais à la fin des années 80, Hollywood entame un tournant très très action. Les blockbusters sont très rythmés, sont portés par des stars, dont Schwarzenegger et Stallone, qui sont au firmament de leur notoriété. Donc il y a une surenchère de films d'action, très, très virils, avec des héros qui sont absolument bodybuildés. En 95, bon, on est 2 ans plus tard, 93, il y a le Il y a le film de McTiernan qui arrive et qui s'appelle Last Action Hero avec Schwarzenegger, et c'est La Bérésina. Le film va vraiment flopper complètement, ça va être un gros problème. 2 ans plus tard arrive Michael Bay. Michael Bay qui réinvente le film d'action. Il réinvente complètement le film d'action avec Bad Boys et surtout The Rock. Donc le public s'identifie de plus en plus à des héros qui paraissent crédibles. On peut penser au personnage de Nicolas Cage dans The Rock. 95, c'est aussi l'année de Heat, c'est l'année de Braveheart, c'est l'année le film de Terry Gilliam, les 12 singes. L'armée des 12 singes, et l'année de Apollo 13. Donc il y a un tournant, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et paradoxalement, dans le même moment, on a présenté Batman ici, qui date de 89, de Tim Burton. C'est le moment où Hollywood voit que les super-héros cartonnent. Batman a rapporté énormément d'argent, le Batman de Tim Burton. Donc les majors essayent de mettre la main sur des IP qui sont fortes. Sauf que DC Comics et Marvel ne sont pas encore des studios, sont encore que des boîtes d'édition. Et il y a des problèmes juridiques. Donc les studios américains n'arrivent pas à mettre la main sur Spider-Man, sur X-Men, sur Superman. Ils le feront plus tard et ça cartonnera. Mais il n'y a pas encore de modèle économique. Donc ils vont chercher des franchises qui sont beaucoup plus underground, comme The Phantom, The Shadow, The Rocketeer. Je ne sais pas ceux qui s'en souviennent, mais ce sont des titres qui ont eu des sorties en salle très très fortes et qui ont complètement floppé. Donc on est en 95 et c'est comme ça que Judge Dredd apparaît dans l'équation. C'est-à-dire qu'on cherche une IP. Donc là, c'est Hollywood Pictures qui est une filiale de Walt Disney. Et ils essayent de mettre la main sur une IP qui pourrait être pérenne. Et sur le modèle de Robocop, donc le film de Verhoeven, qui date de 89, je crois, Orion, qui est le studio qui a produit Robocop, a fait énormément d'argent. C'est une franchise qui a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ils se disent, bon, on va faire un truc autour de Judge Dredd. Donc qu'est-ce que c'est Judge Dredd? Donc on est dans un... Judge Dredd est né sous la plume d'un scénariste qui s'appelle John Wagner, donc auteur de bande dessinée, et d'un dessinateur qui s'appelle Steven D'Souza. Ah non, pardon, D'Souza, c'est le scénariste du film. Le dessinateur, c'est Carlos Ezguerra, et la bande dessinée est apparue dans un pulp, un magazine britannique assez connu, en tout cas à l'époque, AD 2000.
et qui raconte quoi l'histoire dystopique? C'est un post-nucléaire où, dans un monde complètement détruit, il y a des grandes mégapoles, et dans ces grandes mégapoles, donc notamment une mégapole, Mega City One, donc qui va nous intéresser là, vous verrez, là règne le crime, le vol, enfin, c'est pas possible. Et donc, pour faire face à ça, en fait, il y a une police qui est créée, et c'est une police qui a tous les pouvoirs juridiques et exécutifs, et ces policiers s'appellent les judges, d'où Judge Dredd. Donc, cette IP intéresse forcément, je vous l'ai dit, Hollywood Pictures, qui décide d'en faire un film, mais un gros bousin, pas un petit film. Il décide vraiment de faire un gros truc, et pour ça, on va chercher Stallone. Stallone qui est au firmament. À ce moment-là, au firmament de sa carrière, c'est vraiment l'acteur, enfin, il est hyper bankable. Le problème qui se passe, c'est que Judge Dredd, il a un casque. Mais il a un casque pendant toutes les BD. Il a ce casque tout le temps. Mais Stallone, il ne veut pas avoir un casque, il veut qu'on le voie. Et le public veut voir Stallone. Donc il y a un compromis. On lui fait un moitié casque pour voir son menton. Et puis après 20 minutes, on lui enlève carrément le masque. Et puis surtout, le réalisateur qui est attaché à ce film, donc Danny Cannon, qui est un jeune gamin, il a 25 ans, 26 ans, il a fait un film au parallèle juste avant qui s'appelait Young Americans, avec Hervé Kettel, qui était super intéressant, se retrouve confronté à une production complètement dantesque, avec des gens qui ne comprennent rien à l'univers de Dredd, mais rien de rien. Les deux scénaristes du film, qui ne sont pas des manches, hein, on parle quand même de William Wycher, qui a scénarisé Terminator 2, qui a écrit les dialogues de Terminator 1, de James Cameron, et de Steven D'Souza, qui a scénarisé Die Hard, ne comprennent rien à l'univers de Dredd. Donc c'est compromis sur compromis. Danny Cannon, qui est le seul qui comprend en fait l'univers de Dredd, va essayer de faire au maximum, mais sauf que Stallone ne veut rien entendre. Il impose des réécritures permanentes, il veut faire un divertissement populaire, il impose son copain Rob Schneider, qui est un comique américain qui fait marrer personne. Vous le verrez, il est dans le film, donc il a des jokes. Il a rencontré Rob Schneider sur Demolition Man, un des gros succès de Stallone de l'époque. Et là, le film vire sur le buddy movie. C'est-à-dire que ça devient un buddy movie alors que ça démarre super bien. Vous allez voir, le film démarre absolument incroyablement bien. Mais le film dérive vers un buddy movie à la sauce Tango et Cash, pour ceux qui s'en souviennent, de Konchalovsky, qui est aussi un gros succès de Stallone, et à la sauce Demolition Man. Donc voilà, le film a quand même énormément de problèmes. Le film, au premier degré, n'est pas drôle. Pourtant, ils font des blagues sans arrêt, vous allez voir. Enfin, bon, c'est un film que moi, je regardais quand il est sorti, on le regardait à répétition tellement on s'en moquait, en fait. Mais c'est charmant. Et en même temps, avec le temps, je vous assure que le film a des qualités. Il a des qualités, malgré son montage difficile, parce qu'il y a aussi un problème de classification. Le studio voulait un PG-13, c'est devenu un R. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué. Donc, vraiment, c'est un bousin américain, comme les trucs comme on peut voir dans les Development Hell. C'est-à-dire que le réalisateur est devenu fou, a juré que plus jamais il ferait un film avec une star hollywoodienne. Bon, il a réussi quand même à créer CAI à la télévision, ce qui l'a rendu vraiment très, très riche. Donc il n'a plus jamais fait de film sur le grand écran, mais il a fait cette série qui a inondé le monde. Le film a des qualités, vraiment, je vous assure. Malgré tout, il a des grandes qualités. Il a des qualités en termes de décor. C'est Nigel Feltz qui signe les décors. Vous allez voir qu'avant, ces diarrhées de numérique qu'on voit inlassablement sur nos écrans aujourd'hui, là, ce sont des décors qui sont construits. Nigel Feltz, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quelqu'un qui a fait énormément de décors. Pour Transformers avec Michael Bay, qui a travaillé beaucoup avec Michael Bay, qui a travaillé aussi sur Pirates des Caraïbes. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très talentueux. Le film a une musique formidable. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Pierre, c'est Silvestri qui a fait la musique. Mais juste pour l'anecdote, sachez que Goldsmith était attaché à la musique au départ et que c'est Goldsmith qui devait réaliser la musique, sauf qu'il a dû partir et il avait commencé à travailler. Et sa musique de Goldsmith a été utilisée sur le trailer
à l'exploitation du film. Et donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rentrer chez vous après, regarder le film sur YouTube, enfin, en tout cas le trailer du film sur YouTube, et vous verrez que c'est la musique de Goldsmith, qui est super d'ailleurs. Je pense qu'ils auraient peut-être dû en faire quelque chose. Le casting est intéressant. Il y a des acteurs qui cachetonnent. Von Sydow cachetonne un peu. Diane Lane fait la belle de service, c'est une autre époque. Armand Assante fait le double maléfique de Stallone. C'est un film hybride, c'est un film étonnant, c'est un film malade. C'est vraiment profondément un film malade. Mais encore une fois, qu'il y a des qualités. Une dernière chose, sachez qu'en 2012, il y a eu une nouvelle tentative d'adaptation de Dredd, réalisée par Pete Travis. Bon, Pete Travis n'est pas un metteur en scène très, très important, assez dispensable. Le truc, c'est que surtout, le film était scénarisé par Alex Garland. Garland qui aurait réalisé le film en sous-main, parce que Pete Travis se serait fait vite dégager. Le film est assez fidèle à l'univers de Dredd, malheureusement, a floppé complètement. Comme le film de Cannon, c'est-à-dire que le film a coûté une blinde, il a coûté 90 millions de dollars, il en a rapporté 35 sur le territoire américain, ce qui est une catastrophe atomique, c'est le premier gros flop de Stallone. Il va en enchaîner plusieurs à la fin des années 90 et au début des années 2000. Il va enchaîner plusieurs flops, il saura se réinventer, contrairement à Schwarzenegger, parce qu'il va relancer la licence Rambo et la licence Rocky, ce que Schwarzenegger ne va pas réussir à faire. Bon, il fera de l'autre chose, il fera de la politique. Mais voilà, donc je serais maintenant très curieux d'entendre ce que Jean-Pierre va dire sur l'aspect technique de la copie. Ah, oui, un super merci Fabrice pour ta présentation. Moi, j'étais aussi très impatient de savoir ce que tu allais dire, mais comme je suis on ne se consulte pas. En retard, bon, il y avait un trafic de fou en ville, et donc on n'a pas eu le temps d'en discuter. Et en fait, j'aimerais reprendre une phrase que tu viens de dire. Les années 90, c'était une période où on refabriquait des grands films d'action. OK, avec quels moyens par rapport à l'image, par rapport aux couleurs, par rapport au son? Eh bien, par rapport à l'image, mais Panavision était arrivé à l'apogée de ces systèmes technologiques. Donc, il n'y a plus grand-chose à dire. L'image n'évoluera plus comme elle l'a été depuis les Frères Lumière, par exemple. On arrive à un niveau de qualité extrême par rapport aux optiques anamorphiques, etc., qui vont d'ailleurs poser beaucoup de problèmes par rapport aux effets spéciaux. Mais il s'en sort très très bien, donc il n'y a pas encore une avalanche de systèmes numériques par rapport au traitement de l'image. Par contre, on est au milieu des années 90. Et ce qui est intéressant dans ce film pour les historiens des techniques cinématographiques, c'est le son. Alors, le son, c'est le parent pauvre, en règle générale, du cinéma. Alors, dans les pays européens, certainement, aux États-Unis, pour y avoir été de nombreuses fois et pour avoir travaillé et même collaboré avec Dolby pendant plus d'une année, je peux vous dire que les Américains voyaient sans jeu de mots, le son autrement que nous. Donc, ils cherchaient à améliorer la qualité du son par tous les moyens technologiques possibles, en investissant des sommes colossales d'ailleurs. Et au milieu des années 90, Dolby sort un système numérique. Alors, le numérique entre de plein pied dans l'industrie du cinéma par le son, avant l'image. Et la copie que vous allez voir a un son numérique il y a 30 ans. Et donc, c'est une copie hybride, numérique pour le son, analogique pour l'image. Et c'est aussi l'époque que certains d'entre vous ont peut-être connu, des petites bandes de pellicules qui durent 30 secondes et qui valorisent les nouveautés. Alors c'est THX par exemple. THX veut dire Tomlinson Holman, le X c'est crossover. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais ça veut dire que l'industrie mettait au point des systèmes de plus en plus sophistiqués. Il y a eu le DTS, le LC Concept, bref, j'ai recensé 103 systèmes sonores depuis le chanteur de jazz. Dans les systèmes numériques, il y en a une vingtaine. Je vous dis que chaque fois qu'on en a l'opportunité, le Palace s'équipe, et c'est tant mieux. Cela permet de redécouvrir tous ces films dans leur forme originelle. Ici, vous allez entendre un son Dolby Digital, réalisé il y a 30 ans, et ce qui est important, c'est que cela permet aux réalisateurs de l'époque d'avoir comme qualité un son d'une très grande qualité, et je me répète,
voilà, pour la première fois, les sons immersifs sont d'un très haut niveau. Alors, quand je dis que les sons sont d'un très haut niveau, c'est ici, par exemple, vous allez l'entendre exactement comme à l'époque, parce que l'installation le permet. Et c'est un outil à la disposition des réalisateurs et des producteurs. Dans Judge Dredd, par exemple, le son ira très fort quand ça doit aller très fort, ira très, très doucement quand il faut un silence. Il y a des effets immersifs stéréophoniques, mais c'était incroyablement difficile à obtenir avant l'ère du numérique. Il y a des films, par exemple, comme Zone of Interest, que j'ai vu ici dans la salle, avec un son immersif stéréophonique très inquiétant. Mais là, dans Zone of Interest, les sons sont très faibles. C'est l'histoire d'un couple d'Allemands qui vit à côté d'Auschwitz, où on ne voit jamais, à aucun moment dans le film, ce qui se passe dans ce camp. Mais l'univers sonore, haute fidélité, multicanaux, où il n'y a pas de bruit de fond, où les sons sont très précis, le film a d'ailleurs eu un Oscar pour la qualité du son, était possible grâce au son numérique. Et donc, les réalisateurs, et tu en fais partie, exploitent tous ces systèmes. Et donc, on veut un son intime, faible, etc. C'est possible. Ce n'était pas possible du temps de l'argentique, j'aime autant vous dire. Dans Judge Dredd, ils vont exploiter ce haut niveau de qualité pour un grand film d'action. Et c'est ce qui, moi, m'intéresse dans ma collection de films, c'est d'avoir des films représentatifs de cette évolution. Alors, vous allez voir un avant-programme de 4 minutes, et c'est un avant-programme constitué de petits logos THX, Dolby. C'était très spectaculaire, ça a complètement disparu aujourd'hui, et cela mettait en valeur l'installation du cinéma où vous allez voir le film. Et je vais aussi vous montrer la bande-annonce de la trilogie de la Guerre des Étoiles, parce que dès que le son numérique est arrivé dans l'industrie, ils ont restauré des anciens films, ce qui permet de revoir, par exemple, la Guerre des Étoiles, mais comme plein d'autres films, avec l'évolution technologique du moment. Et donc, les films sont restaurés dans des laboratoires que j'ai eu la chance de visiter, qui sont d'une immense complexité. Les sons sont transférés et parfois restéréophonisés. Je parle des sons immersifs. Alors, certains puristes n'aiment pas ça. Dans Vertigo, par exemple, il y a une séquence où on tire un coup de revolver. Bon, c'est réenregistré avec un son extraordinaire. Ce n'était pas comme ça à l'époque où Vertigo est sorti. Donc, que l'on soit pour ou contre ces restaurations, mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est de présenter un film ici, dans cette salle, dans sa forme originelle, qui permet précisément de redécouvrir les œuvres comme elles ont été conçues. Bon, je vais arrêter, parce que sinon j'en ai... Je suis d'accord. On peut arrêter, mais par contre, on va dire un truc avant de quitter la scène, c'est que le prochain Club 35, on a eu une grande idée. Ça aura lieu le 25 décembre. Donc on s'est dit, pour les gens qui n'ont plus de famille, c'est une occasion de venir au cinéma, de faire quelque chose. Pour ceux qui ont une famille, de venir avec leur famille. Et on va vous montrer des films. Jean-Pierre, tu peux dire un mot sur... donc ce sera une séance qu'on fera en après-midi à 13h. Et qu'est-ce qu'on va montrer ? Alors, on va montrer des courts-métrages de Charlie Chaplin, de Buster Keaton et de Roscoe Arbuckle, que l'on appelle Fatty. Mais vous allez voir des copies 35 mm qui n'ont pas été restaurées, qui ont été transférées il y a à peu près 50-70 ans. Rassurez-vous, les copies sont en très bon état. Et vous allez aussi voir des acteurs qui vont savoir s'adapter au passage du muet au parlant, comme Fatty, comme Roscoe Arbuckle, car un des courts-métrages est un court-métrage enregistré en Vitaphone, un des tout premiers systèmes sonores de l'histoire, et vous allez l'entendre exactement comme à l'époque. Les autres courts-métrages sont muets, mais ce sont des copies 35 mm tellement belles, non restaurées, mais vous allez vous rendre compte de l'extraordinaire qualité du spectacle cinématographique d'origine. Alors, ce sont des courts-métrages extrêmement rares. J'ai pu les récupérer à la Bavaria, en Allemagne. Enfin, voilà. On en parlera le 25 décembre, Oui, ça, voilà. ils sont obligés de venir. Merci Jean-Pierre. Merci Fabrice. Merci, bon film. Bon film, bonne séance. Et on se voit le 25 décembre.